Bonjour. Alors je suis anthropologue, mais anthropologue du droit. Il n'y en a pas beaucoup. C'est la discipline des usages, des coutumes, de toutes les règles non écrites qui régissent nos comportements. Et la révolution digitale sort un petit peu du cabinet des curiosités cette discipline, parce que les usages ont non seulement jamais disparu, mais sont réellement au cœur des transformations que nous vivons. Et ce que je vous propose de voir, c'est effectivement dans quelle mesure tous ces usages sont au cœur de la dimension organique de l'entreprise. C'est ce qui me passionne. C'est un peu le mythe de la poule aux œufs d'or. Comment ne pas tout perdre en voulant tout gagner? Comment préserver cette dimension extrêmement précieuse, puisque c'est l'action collective, le travail à cœur qui est derrière ça. Et comment ne pas arriver à un désengagement aussi massif que ce que nous traversons actuellement. Alors, cette étude, vous la connaissez, je pense, puisqu'elle est largement citée. Puisque aujourd'hui, on est à peu près à 13% de personnes activement désengagées. D'où ça vient? Alors, d'où ça vient? Engagées. Oui, alors, excusez-moi. Les personnes, cette étude elle a été réalisée sur à peu près 25 millions de personnes, donc depuis les années 90. On a réalisé que 13% de personnes étaient activement engagées, en général les octaviens et les octaviennes. Le problème, c'est que ça représente un coût faramineux dans les organisations, à peu près 500 milliards aux États-Unis, 60 milliards en France. Les personnes activement engagées en France, c'est 9% seulement. Et il y a 3 hypothèses que je vous propose d'explorer ensemble. La première hypothèse, c'est que ça vient de l'individu, et ça rejoint ce qu'on a vu avec Tammy. Est-ce que les générations Y sont moins engagées que les générations X ou baby boomers? Est-ce que c'est une question générationnelle, à votre avis? Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive pour un emploi en disant « j'avoue, le métier ne me passionne pas vraiment, mais pour la paye, je suis prêt à faire un effort ». C'est tout le problème. C'est bien même le contraire, c'est parce que les personnes ont des aspirations extrêmement importantes dans le travail qu'on arrive à un taux de désengagement tel que celui qu'on a vu dans cette étude. Donc il reste 2 hypothèses, ça peut venir du collectif ou de l'organisation. D'après Gallup, ça vient à 30% de l'organisation. 30% de l'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique RH est réellement stratégique dans l'organisation, et ça, vous le savez, tout ce qui est environnement de travail, tout ce qui est équilibre des temps de vie pro, vie perso, tout ce qui est accompagnement des carrières, formation, etc., c'est absolument essentiel. Mais ça n'est que 30%. Les 70%, c'est l'équipe. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne? Quel est l'écosystème qui permet qu'une équipe génère de l'engagement? Quel est l'écosystème qui, au contraire, génère du désengagement? Alors, pour bien comprendre comment ça marche au sein d'une équipe, je vais démarrer par un premier exercice, on va en faire plusieurs. Premier exercice que certains d'entre vous connaissent. Si vous connaissez, vous pouvez vous abstenir de répondre. C'est un exercice un petit peu comme un problème de baignoire. Vous avez une boîte de punaises, une bougie et une boîte d'allumettes. La question, c'est comment fixer cette bougie au mur et l'allumer sans que la cire ne coule sur le mur et sur le sol. Comment fixer cette bougie au mur et l'allumer sans que la cire ne coule sur le mur ou sur le sol? Dès que vous avez trouvé, vous pouvez lever la main. Vous êtes rapide. Comment allumer le feu sans que la cire ne coule sur le mur ou sur le sol? Il faut que la bougie tienne toute seule. Oui. Ça commence à venir. 2, 3, 4, ça va venir d'un coup. Oui,
Les punaises. Pourquoi il y a des punaises? Je vous donne la solution. Qui a trouvé pour l'instant? Relevez la main. C'est pas évident. Hein. Si les punaises étaient sorties de la boîte, est-ce que ça vous aide? Ah, voilà, hein, la solution c'est ça. La solution c'est ça. Pourquoi cet exercice? Parce que c'est un exercice dit de la fixité fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée de sortir les punaises de la boîte pour accrocher la boîte, puis mettre la bougie dans la boîte, l'allumer, etc., sans que la cire ne coule sur le mur ou sur le sol, ça suppose de la créativité. Évidemment, si dans la photo précédente, les punaises étaient sorties de la boîte, vous auriez trouvé beaucoup plus vite. Là où cet exercice est intéressant, c'est qu'il a été reproduit dans plusieurs pays avec une incitation financière. Vous allez voir où je veux en venir. Notamment en Inde. Et en Inde, on a proposé à un premier groupe 5 roupies, l'équivalent d'un jour de travail, à un deuxième groupe 50 roupies, l'équivalent de 2 semaines de travail, et à un troisième groupe 500 roupies, l'équivalent de 5 mois de travail. À votre avis, quel est le groupe qui trouve la solution le plus vite? Est-ce que c'est le mieux payé? Ah mais c'est emmerdant, si c'est pas le mieux payé. Eh oui, vous avez raison, c'est effectivement le moins payé qui trouve le plus vite, celui qui a 5 roupies. Alors comment ça s'explique? Parce que ça bat un peu en brèche toutes les théories du management sur les incitations financières pour développer effectivement l'engagement, la créativité, la prise d'initiative, et c'est très perturbant. L'explication nous est donnée par un chercheur, Édouard Dessy, qui a distingué ce qu'il appelle les motivations extrinsèques, l'argent, le pouvoir, le statut, et les motivations intrinsèques, le plaisir de résoudre un problème, l'autonomie qu'on trouve à faire ses tâches, le sens qu'on y trouve, le plaisir d'être ensemble, de bâtir des projets collectifs, etc. Et il montre que quand l'argent est utilisé comme une récompense pour réaliser une tâche, le sujet attache moins d'intérêt à la tâche. Alors, les récompenses financières fonctionnent pour les tâches dites algorithmiques, c'est-à-dire que effectivement, si on vous paye plus pour faire quelque chose de prescrit et de bien défini, vous allez pouvoir le faire plus rapidement avec plus d'entrain. Mais pour les tâches dites heuristiques, qui supposent de la créativité, de sortir du cadre, ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'on est dans une ère où plus de 70% des créations d'emplois sont des tâches heuristiques, et toutes les tâches algorithmiques sont menacées par l'intelligence artificielle. D'où cette question, comment développer effectivement un management? Alors je ne suis pas en train de dire, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut moins payer vos collaborateurs, qu'on s'entende bien. L'engagement, c'est motivation extrinsèque plus motivation intrinsèque. Ce n'est pas fromage ou dessert, c'est les deux. Être bien payé, si possible au-dessus du marché, tout en ayant des motivations intrinsèques. Ce qu'on va voir maintenant, c'est, puisque le sujet est essentiellement managérial, quels sont les leviers d'un manager pour distribuer ses motivations, pour donner satisfaction sur ses motivations. Et là, nous avons 4 leviers que nous allons explorer ensemble. Le premier, c'est le pouvoir. Et on l'a vu notamment avec Tammy. Le problème, c'est que le pouvoir, ça a un certain nombre de limites. Il y a différents types de pouvoir, le pouvoir sur, le pouvoir avec, etc. Mais travailler par crainte et nécessité, ce n'est pas le moteur d'engagement premier. Vous connaissez tous cet adage. Plus j'impose, plus je m'oppose. Plus je m'implique, plus on m'implique, plus je m'applique. Le problème du pouvoir, évidemment, c'est que ça génère plutôt des résistances. C'est là où il y a le moins d'autonomie possible et donc le moins de motivation intrinsèque. Le deuxième levier sont les règles. Et heureusement qu'il y a des règles. C'est comme dans la vie de famille. Un enfant sans cadre, sans règles, c'est quoi? C'est quoi un enfant sans règles? Un sauvage, un psychopathe en devenir. Il a besoin de règles
pour se rassurer aussi sur jusqu'où il peut aller. Et dans une organisation, ça n'existe pas une organisation sans règles. Pour rééquilibrer les rapports de force, pour permettre à chacun de savoir jusqu'où il peut aller, c'est rassurant. La difficulté des règles, c'est que, évidemment, ce n'est pas ce qui permet le plus de prise d'initiative, ça génère aussi des inéquités parce que tout le monde a des intérêts particuliers. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à organiser ce qu'on appelle une grève du zèle. C'est un peu un sujet tabou, mais en anglais ça passe mieux, le working by the book, tabou parce que jeudi soir on ne sait pas encore si on pourra rentrer, mais working by the book, travailler uniquement selon les règles. Au bout de combien de temps une entreprise est paralysée? Si on fait uniquement ce qu'on vous dit de faire. Imaginez, vous arrivez à l'aéroport, les douaniers fouillent toutes les valises. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes bloqué en moins de 2 heures en général. D'où ce troisième levier, beaucoup plus puissant, beaucoup plus agile. En moyenne, on considère qu'un manager passe pas loin de 80% de son temps à négocier. Négocier, qui est un système de décision conjointe. Les choses vont être faites dès lors qu'on tombe d'accord pour les faire. Négocier, ça veut dire intégrer l'autre dans son équation personnelle. Par contre, ça prend du temps, hein. Ça demande souvent de la préparation. Ça suppose une forme de closing aussi, on doit bien définir qui fait quoi, quand, où. Et un certain nombre de règles du jeu, la première étant pas de concession sans contrepartie. La négociation, c'est du donnant-donnant. Pourquoi pas de concession sans contrepartie? Vous le savez. Qu'est-ce qui se passe sinon? Tant que je donne, l'autre prend et risque de demander toujours plus. Pour autant, si vous parvenez à rentrer chez vous jeudi soir, et je vous le souhaite, et que vous tombez sur un proche et que vous lui dites « Écoute chérie, il y a un principe dans la vie, pas de concession sans contrepartie. Alors moi je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ?» Et puis vous tombez sur un enfant qui vous dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et vous dites « Moi je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre ?» Pas de concession sans contrepartie. Et puis, vendredi, il y a un collègue qui vous demande de l'aide parce que ça fait 3 jours qu'il est en galère, depuis que vous êtes à Octave, et vous lui dites « Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qui va se passer ?» Vous allez vous retrouver seul. Car il y a un 4e registre, absolument passionnant, qui est au cœur de cette dimension organique de l'entreprise dont on parlait, le don. Le don qui, à la différence de la négociation, est inconditionnel. Car l'amour est inconditionnel. Il est parfaitement ignominieux de demander à un enfant qu'il se conforme à nos vœux pour être digne d'amour, d'estime, de considération. Le respect est inconditionnel. La confiance est inconditionnelle. Pour autant, le don sous des abords extrêmement généreux peut être extrêmement vicieux. C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, parce que quand il a été découvert et mis en avant par Marcel Mauss, le père de l'ethnologie scientifique française, Marcel Mauss nous dit que le mot « gift », don, en langue germanique ancienne, a 2 significations, cadeau et poison. Ce que je vous propose de voir, c'est en quoi le don peut être un cadeau, un facteur d'engagement, un moteur de libération d'énergie considérable de l'organisation, ou au contraire, un poison qui ruine le collectif, génère du conflit latent, de la méfiance, de la défiance, parfois généralisée au point de cliver toute une équipe. Pour bien comprendre comment ça marche, Marcel Mauss montre qu'en 1925, toutes les sociétés ne sont pas fondées sur le donnant-donnant, le marché ou le troc, mais sur le don. Et tous ces travaux ont été développés par un courant en sociologie dirigé par Alain Caillé. Et Alain Caillé ajoute aux 3 temps qu'a exposé Anne, un premier, qu'on va voir. Donc, ça fait au total 4 temps pour comprendre comment ça fonctionne. Demander, donner, recevoir, rendre. Demander, donner, recevoir, rendre. 4 temps pour une circulation des dons et des contre-dons au quotidien dans nos relations aux autres. Et à chacun de ces 4 temps, il y a des pièges relationnels que je vous propose d'illustrer à travers des dinosaures. Comme ça permet de mieux mémoriser.
on va faire un détour dans le paléomanagement. Quels sont les dinosaures qui génèrent du désengagement et des blocages dans la circulation des dons au sein des collectifs? Premier temps, demander. Depuis que vous êtes tout petit, on va rappeler des choses qui relèvent du bon sens, depuis que vous êtes tout petit, chaque fois que vous demandez quelque chose, on vous a dit un mot magique, c'est « s'il te plaît ». Pour autant, on rencontre parfois encore dans nos organisations des managers qui ne demandent pas vraiment, qui exigent. C'est le Tyranodon Rex, il ne demande pas, il exige. Le problème, évidemment, c'est qu'on se retrouve non plus dans des situations qui relèvent du don, mais du pouvoir. Et une des femmes les plus extraordinaires sur le management, qui s'appelle Mary Parker Follett, ses écrits ont été réédités sous le terme Mary Parker Follett, Prophet of Management, dans les années 30. Elle intervient par exemple sur une grève de mineurs, et quand elle interviewe les mineurs, ils disent « Ce qui est insupportable, ce n'est pas de faire ce que l'on nous demande, c'est la manière dont on nous le demande. On n'est pas des chiens, on n'est pas des objets, on est des sujets, on a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. » Déjà dans les années 30, et ça a toujours été comme ça, pourquoi on doit faire les choses, et la manière dont on nous le demande. Demander, premier élément, c'est mettre les formes, vous le savez, et il est important de le rappeler. Deuxième écueil de la demande, et non des moindres, c'est incroyable d'ailleurs, beaucoup de managers et beaucoup de salariés n'osent pas demander. Ça a été même mesuré, plus de 52% des managers en France, alors c'est une étude en France, n'osent pas demander de l'aide quand ils sont en difficulté. C'est une catastrophe, car qui ne demande rien, on peut se leur dire, qui ne demande rien n'a rien. C'est le Timorodon. Le Timorodon, il aimerait bien demander, mais il n'ose pas demander. On lui a dit que ça ne se faisait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, il fait des demandes tacites. C'est-à-dire que, plutôt que de dire « je voudrais aborder mes perspectives de carrière », il dit « tu ne trouves pas que j'ai bien travaillé ?» Et là, il y a deux possibilités. Soit votre interlocuteur comprend qu'il y a une demande, mais il a peu de marge de manœuvre et il est tenté de répondre « bah ouais, je trouve que tu as bien travaillé », qui ne demande rien à rien, soit il ne comprend même pas qu'il y a une demande. Et vous avez, quand on n'ose pas demander, des petites catastrophes ou des grosses catastrophes. N'oubliez pas que Volkswagen a provisionné plus de 25 milliards d'euros, parce qu'a priori, c'est la théorie qui a été validée par toutes les enquêtes internes, le middle management n'osait pas dire au top management qu'il n'arrivait pas à réaliser les tests anti-pollution qui leur étaient demandés. Du coup, plutôt que de dire qu'ils n'y arrivaient pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça sous la moquette. Il y a une très belle phrase qui dit « Osez demander, vous serez surpris de recevoir ». Demander, c'est mettre les formes, motiver, ça demande. Très important. Demander. Deuxième étape, donner. Alors donner, c'est extraordinaire et on vante les mérites du don dans l'entreprise et dans la vie, puisque c'est même l'essence du bonheur. Il y a une recherche qui a été réalisée sur des étudiants, on leur donne 5 $ pour qu'ils s'achètent quelque chose. On mesure le niveau de bonheur au moment où ils reçoivent 5 $, au moment où ils s'achètent quelque chose, et qu'est-ce qui se passe juste après avoir acheté quelque chose? Ça retombe. Du coup, pour avoir du bonheur dans l'achat, il faut acheter. Ça devient frénétique. Deuxième expérience, on leur donne cette même somme, et on leur dit, cette fois, vous allez acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre. Une cause, ce que vous voulez. Le bonheur augmente au même niveau, au moment où ils reçoivent la somme, au moment où ils font l'achat, au moment où ils font le cadeau, et après avoir fait le cadeau, ça dure jusqu'à quand? En moyenne. C'est un peu terrible de faire des moyennes sur ces sujets-là, mais jusqu'au lendemain matin. C'est quand même pas rien. Eh oui, ça crée du bonheur. Voilà. Le problème, c'est que du coup, il y en a qui donnent trop. C'est ce qu'on appelait le mégalodon. Lui, il ne donne pas vraiment, il écrase par sa générosité. J'ai vu, comme ça, dans une organisation, un manager qui prend en charge une équipe, et puis il se dit, pour créer de la convivialité, je vais vous inviter tous à la cafétéria. La cafétéria qui est l'endroit symbolique où les dons circulent dans l'organisation. Tout le monde trouve ça sympa, puis le lendemain, elle dit, rebelote, je vous invite à la cafétéria. Et au moment de payer, il y a quelqu'un qui dit, c'est pour moi. Et elle répond, non, c'est bon, c'est pour moi.
troisième fois, non, c'est bon, c'est pour moi. Qu'est-ce qui se passe là? Le don devient un enjeu de pouvoir. Je mets l'autre en état de sujétion, car je l'empêche de rendre. Quand le don ne circule pas, il devient un enjeu de pouvoir. C'est extrêmement malsain. Donner, c'est le faire à bon escient, de sorte à ce que l'autre puisse donner à son tour. Deuxième écueil, celui qui ne donne pas vraiment. L'arpadon. Et j'entendais hier quelqu'un me dire « Oui, mais on a des managers, ils ne délèguent pas vraiment parce que c'est leur dossier, leur projet, leur bébé. Alors ils ont des parapheurs comme ça, et il faut 5 signatures pour déclencher une décision. » Pourtant, depuis qu'on est tout petit, on nous l'a dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donner, c'est le faire vraiment, c'est dans la délégation, laisser l'autonomie à l'autre de pouvoir faire les choses tout en l'accompagnant dans sa montée en compétences pour qu'il réussisse. S'il n'y a pas cette liberté, et c'est pas toujours facile, hein, parce que les tout petits, quand on leur apprend à donner, ils ne veulent pas donner leur doudou, leur jouet, leur machin. On leur apprend à donner, c'est donner. Hein. Et chez les grands, parfois, ça ne marche plus. Donner, c'est le faire pleinement et à bon escient. Demander, donner, on arrive au troisième temps qui est sans doute le moins bien compris et pourtant le plus important. Recevoir. Le moins compris parce qu'il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Recevoir, c'est accepter d'être en dette. Ce n'est pas la position la plus simple, c'est déjà offrir du bonheur à l'autre, puisqu'il nous donne. Recevoir, c'est accepter d'être en dette, et ce que dit Marcel Mauss est capital, et pas toujours bien compris. L'essence de nos liens, c'est la dette. Tant que je suis en dette, je suis en lien, car je suis censé revoir l'autre pour lui rendre. Il y a une très belle anecdote. Je pense que l'un des personnages qui a le mieux compris le fonctionnement du don, c'est l'abbé Pierre. Au moment où il crée Emmaüs, on lui amène un homme qui vient de faire une tentative de suicide, qui est complètement désespéré et qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux bien pouvoir me donner? Plus rien ne me raccroche à la vie. » Et l'abbé Pierre écrit qu'il a fait ce qu'il considérait à l'époque être le contraire de la générosité. Il lui dit « Tu as raison, je n'ai rien à te donner. Par contre, j'ai un projet, est-ce que toi tu veux bien m'aider ?» Et le type il dit « Tu veux que moi je t'aide ?» Il dit « Ben oui, aider des sans-abri, etc. Il y a beaucoup de boulot. » Et finalement, en se mettant en situation de débiteur vis-à-vis de lui, il recrée un lien et lui restitue sa dignité d'homme. Deux écueils malgré tout. Le premier, l'ostréidon, celui qui refuse les dons qu'on lui fait. C'est assez catastrophique. Marcel Mauss voit dans certaines sociétés, et je pense que ça vaut aussi dans notre société, une dimension quasiment ésotérique dans les dons. Chez les Maoris, par exemple, dans le don, circule plus que la chose donnée, l'esprit de la chose donnée, le ho. Et vous avez tous dans vos familles, par exemple, des objets qui n'ont aucune valeur marchande, mais qui sont chargés d'âme, un vieux canif, d'un grand-père, un objet chargé affectivement. Et quand on refuse un don qui nous est fait, on refuse d'être en dette vis-à-vis de quelqu'un, on refuse d'être en lien, et dans certaines civilisations, c'est faire offense au donateur. Vous allez au Moyen-Orient, on vous propose un pot, vous refusez, ça veut dire que vous ne voulez pas être en dette, vous ne voulez pas être en lien, que l'autre n'est pas digne d'estime, de considération, ça peut être très très mal vécu. En Asie, chez nous aussi, mais... Deuxième écueil, très répandu dans les organisations, pourtant vous le savez, quand on vous donne quelque chose, quel est le mot magique? C'est très important vraiment, hein. Est-ce qu'on peut le dire avec plus d'enthousiasme? Merci, parce que 2 tiers, c'est quand même pareil, hein, 2 tiers des managers ne se sentent pas reconnus dans les entreprises par rapport à ce qu'ils donnent. C'est énorme. Alors comment est-ce que vous voulez que les gens donnent
et s'engage si tout ce qu'il donne n'est pas reconnu. Hein, le problème, c'est ah, excusez-moi, je suis allé en arrière. Le rap tout don. Le rap tout don, il prend les dons et il considère les dons comme des dus. Ça fait partie du contrat de travail. S'il a fait ça, c'est que ça lui faisait plaisir. Ça lui fait du bien, travailler chez lui le week-end. Hein. On confond reconnaissance extrinsèque, encore une fois, donner une prime, et il le faut, hein, et la reconnaissance intrinsèque, c'est-à-dire reconnaître certes les résultats, mais aussi les efforts qui sont déployés pour y arriver. On verra un skipper, ses efforts pour y arriver, c'est monstrueux, hein, sportivement. Les individualités au sein d'un collectif, fêter les anniversaires, on a besoin d'appartenir et de se distinguer. Très important de reconnaître les dons. Et ce n'est pas toujours si évident non plus, parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes dons, on n'a pas forcément les mêmes langages du don. Il y en a qui sont sensibles aux compliments, aux signes de reconnaissance, compliments perso, pro, etc. Il y en a qui sont sensibles aux moments privilégiés où on passe du temps ensemble pour nos liens, pour notre projet, pour notre équipe, on fête les victoires, etc. Il y en a qui sont sensibles aux petits cadeaux, petites attentions. Il y en a qui sont plutôt sensibles au fait qu'on nous rende service, qu'on se dépanne. Il y en a qui sont sensibles plutôt à l'information, partage d'informations qui va nous aider à grandir, à confronter les idées pour avoir des projets plus intéressants. Il y en a qui sont sensibles aux recommandations, tous ces éléments un petit peu immatériels qui circulent dans nos liens. Et en tant que médiateur, par ailleurs je suis médiateur, je vois régulièrement des gens qui se ratent. Hein, par exemple, un chef d'entreprise avec son assistante, et l'assistante lui disait, ils se séparaient, « Vous ne m'avez jamais dit que je travaillais bien ». Et lui, il lui répond, « Ben oui, mais j'étais tout le temps en déplacement, et chaque fois que je revenais, je vous ramenais un petit cadeau, un petit truc pour vous dire à quel point j'étais satisfait. » Et il dit, « Oui, mais c'est pas pareil. » « Bah oui, mais c'est ma manière à moi de reconnaître votre travail. » « Bah oui, mais c'est pas ce que je voulais. » « Bah oui, mais il fallait me le dire, il fallait me le demander. » Et les gens se ratent. Hein. Le rap tout don, c'est aussi une espèce un petit peu particulière qu'on retrouve dans les organisations, parfois chez les high potential. Hein, parce que parfois ils grandissent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de rendre ce qu'on leur a donné, et ça peut générer des insatisfactions quand recevoir sans rendre est plus valorisé que donner sans recevoir. Recevoir, c'est exprimer sa gratitude et accepter d'être en dette. Hein. Très important, le pouvoir de la gratitude. Vous avez tous les courants de la psychologie positive qui jouent sur le pouvoir de la gratitude, de reconnaître les dons qui nous sont faits. Dernier temps, rendre. Encore une fois, 2 écueils. Premier écueil, confondre don et négociation, c'est-à-dire demander des concessions ou des contreparties. Vous avez un petit film très amusant sur Canal+, qui s'appelle Bref, j'ai un pote à condition suspensive. Ça dure 1 minute 30, regardez ce film très amusant. C'est un gars, chaque fois qu'il rend quelque chose, il dit « Je veux bien t'aider, enfin, je veux bien le faire, mais tu... » Et il conditionne systématiquement tout ce qu'il donne à des contreparties, ce qui fait qu'il va se retrouver seul. C'est d'autant plus dommage que lorsque les dons et les contre-dons s'accélèrent dans une relation, don contre don, don contre don, don contre don, on peut arriver au summum de la relation, ce qu'on appelle l'endettement mutuel positif. L'endettement mutuel positif, ça veut dire que je ne sais plus si je suis créditeur ou débiteur, et c'est exactement ce que je recherche, car je n'ai plus besoin de compter. Hein. Il se trouve que j'ai 4 enfants, donc seule solution, je n'ai pas le temps de négocier, si vous voulez. Je rentre, je donne, ma femme donne. On couche les enfants, on s'allonge sur le canapé épuisé en disant « Qu'est-ce qu'on s'est donné hein ?» Et c'est pour ça qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais on n'oublie pas toujours, parce que quand on n'aime plus, tout d'un coup, il y a plein de trucs qui ressortent. Donc, bien, l'enquille. Dernier écueil, et non des moindres, celui qui donne, et on ne lui rend rien. C'est l'échinodon. Pourquoi est-ce qu'on dit trop bon, trop con? Le problème, c'est qu'à force de donner sans recevoir en retour, il y a un moyen qui est assez violent de se libérer de sa dette, c'est de considérer tout ce qu'on nous donne comme un dû. Hein. On arrive sur les ponts du mois de mai, là, attention danger. En général, quand on cherche un volontaire pour assurer le pont du 1er mai, on cherche le Y, hein, celui qui vient d'arriver plus récemment. Et on lui dit, dis donc, on s'est dit que dans la mesure où nous on a des enfants et que toi tu viens d'arriver, peut-être que ça te pose moins de problème d'assurer le pont du 1er mai.
en général, qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, il se dit, je vais obtenir un crédit relationnel, je vais m'intégrer plus vite. Et puis, une semaine plus tard, il y a le 8 mai. Et donc, on retourne le voir en lui disant, t'es au courant, t'as mis sur le planning pour le 8 mai. Et là, il n'y a pas besoin de s'appeler Marcel Mauss pour sentir que la pente, elle est savonneuse. Hein. Du coup, le Y se rebelle un peu en général, mais s'il n'est pas encore super assertif, il va faire un truc du genre « Vous auriez pu m'en parler ». Et l'équipe risque de lui dire bah, « C'est ce qu'on fait, on en parle ». Repond. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va trouver qu'on est plutôt sympa de lui trouver des occupations le week-end. Hein. Il risque de faire le pont de l'ascension, etc. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bien, fais le bien. Mais quand tu es bon 2 fois, et j'ajoute sans contre-don, tu deviens bonbon et on te mange. » Et on te mange. Hein. Eh oui. Vous voyez donc, en résumé, 4 temps. Demander, donner, recevoir, rendre. Ça marche dans une relation interpersonnelle. Évidemment, ça marche aussi dans un collectif, puisque là où ça devient encore plus complexe et encore plus intéressant, c'est A qui donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui rend à A. Le don devient transitif. Le don crée un collectif de travail. Vous regardez une équipe de foot, si personne ne sait demander le ballon, le donner, le recevoir ou le rendre, il n'y a aucune victoire possible. Comment créer l'adonnement, qui est un synonyme de l'engagement, qui permet de libérer les énergies du collectif? Ça suppose des organisations plus horizontales, ça suppose un management qui passe un petit peu de l'homme sage, qui sait plutôt la sage-femme, la coucheur, pour libérer les énergies collectives. Ça suppose aussi un management, quand il libère les énergies, qui protège les membres du collectif, car Marcel Mauss le disait déjà en 1925, et c'est particulièrement d'actualité, donner, ce n'est pas non plus se sacrifier. C'est pas aller au burn-out, c'est pas tout donner, tout brûler, etc. Il faut faire attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'on ne me donne pas ce que j'ai demandé? Ça arrive. Qu'est-ce que je fais si on ne me donne pas ce que j'ai demandé? Je peux vous donner, je demande, hop, il n'y a rien qui vient. Alors j'ai l'impression que je donne trop, et l'autre il profite. Ou alors j'ai l'impression que je donne des trucs, puis il ne voit pas que je lui donne des trucs. Il trouve ça anormal, quoi. Il ne dit pas merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je boude. Je fais la gueule. Je dis lui, je lui donne plus rien. Maintenant, il peut toujours courir, etc. C'est très, 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 très répandu, effectivement, dans les entreprises. C'est le problème. On rentre souvent dans le conflit froid. Regardez les enfants. Quand vous ne leur donnez pas ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils partent comme ça en disant « je boude, je suis dégoûté, je ne lui donne plus rien » Ça n'arrive pas, ça. Ça les énerve, ça les excite. Ils ne vous disent pas ça comme ça, mais dans leur tête, il y a un truc qui se produit. C'est super, on va changer de registre décisionnel. On va passer du don à la négociation. Et l'agilité managériale, pour préserver l'engagement, c'est savoir passer du don inconditionnel, où on ne quantifie pas les choses, où le lien importe plus que le bien, à la négociation, où on va rentrer dans quelque chose de plus formel, où on va requantifier ce qui circule entre nous, où on va expliciter, sortir du non-dit. Aujourd'hui, c'est la journée du bonheur. Quel est le premier facteur du bonheur sur Terre? D'après la plus vieille étude réalisée en sciences sociales qui a démarré en 1938 à Harvard. Quel est le premier facteur de bonheur sur Terre? La qualité des relations aux autres. Ça ne se décrète pas, ça s'entretient. Le mot hygiène relationnelle n'est pas terrible, mais ça suppose réellement d'aller clarifier les malentendus, d'aller au-devant des problèmes qui ne peuvent qu'immanquablement survenir dans une vie professionnelle, dans une vie amoureuse, etc. D'où l'importance de négocier. 4 stades très rapides. On verra ça en atelier, mais retenez que la négociation, ça peut être extrêmement complexe. Vous le savez, les négociations sociales, les négociations commerciales, les négociations de partenariat. Mais je parlerai juste des négociations qui sont les moins préparées et pourtant très importantes, celles qui vous tombent dessus, quand on vous dit non. Au téléphone, on vous dit qu'il y a un problème, on rentre dans votre bureau, le soir, on vous dit non. Retrouvez
la négociation, c'est aussi une affaire de mindset, d'état d'esprit. Retrouver, chaque fois qu'on vous dit non, la curiosité. Pourquoi non? Quels sont les intérêts derrière? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait chez l'autre? Il veut de l'argent, pourquoi il veut de l'argent? Il veut une promotion, pourquoi il veut une promotion? Il n'est pas d'accord, qu'est-ce qui lui pose problème? Curiosité. Deuxième état d'esprit, à partir du moment où j'ai compris pourquoi ça ne marche pas, ça c'est très X peut-être, mais c'est très négociateur, comment élargir l'espace du possible? Créativité. Trouver des solutions. Et si, et si, et si, et si, et si, et si. Et enfin, dernier état d'esprit, ténacité, qui est plus important dans la vie pour réussir que le QI. Ténacité, opiniâtreté, ne rien lâcher tant qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Qui s'en occupe, quand, où? Je donne juste un exemple tiré des enfants pour montrer que c'est quand même pas si compliqué. Dès que vous avez un enfant qui apprend à marcher, très rapidement, vous allez lui donner une leçon. Attention, tu ne traverses jamais la rue seul. Il y en a qui apprennent par l'expérience et il y en a qui apprennent en intégrant les contraintes. Mais ceux qui apprennent par l'expérience, ils ont tendance à se jeter, ils font peur à leurs parents, et vous allez être obligé de leur donner une leçon. À savoir qu'un intérêt n'est pas négociable. Tant que tu ne sais pas regarder à droite, tant que tu ne sais pas regarder à gauche, tant que tu ne sais pas distinguer un piéton rouge d'un piéton vert, tant que tu n'as pas largement dépassé l'âge de raison, jamais tu traverses la rue seul. Si l'enfant n'est pas traumatisé, lui va se recentrer sur ses intérêts à lui, il va ressentir un intérêt a priori qu'on a tous, l'autonomie, jouer dans le cadre, et il va basculer en mode « et si ?» Et si je ne te donne pas la main, mais je te tiens par la veste? Et si je te tiens par la poche? Et si je te tiens par le doudou? Et si je te tiens par la poussette? Et si je ne donne pas la main à toi, mais je donne la main à maman? Et si, et si, et si, et si. 98 idées par jour. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous lui dites, je t'ai dit, tu me donnes la main, t'arrêtes de discuter, vous le prenez, vous le déposez rageusement de l'autre côté de la route, ce qui veut dire qu'à l'âge adulte, il va devoir se taper un séminaire en négociation. Soit vous acceptez de traverser dans des situations qui peuvent paraître cocasses, dès lors que ce qu'il fait satisfait vos intérêts et les siens. Basculer dans la négociation, c'est intégrer l'autre dans son équation, trouver des options pour un gain mutuel. Comment trouver des solutions pour satisfaire nos intérêts respectifs, sans céder sur nos intérêts. Alors, en résumé, une organisation efficace, une organisation qui génère de l'engagement, c'est une organisation qui préserve cet écosystème fragile, le don, qui favorise l'adonnement, qui reconnaît les dons de manière d'abord intrinsèque, qui est capable de dire merci, qui est capable de créer l'écosystème qui favorise ces initiatives. C'est une organisation qui aussi est capable de gérer les conflits, de négocier dès qu'il y a un problème. Plus on développe la coopération dans l'organisation, ça c'est pas toujours bien perçu, mais c'est une affirmation, plus il y a de coopération, plus il y a de conflits. Plus il y a de conflits, plus il y a de négociations. Ça veut dire être en capacité d'avoir une entreprise, aux États-Unis on parle d'entreprise dispute-wise. Le conflit fait partie de la vie de l'organisation. Par contre, on ne fuit pas les problèmes, on en parle. Et si on n'y arrive pas, peut-être qu'il y a des médiateurs en interne ou des managers qui sont facilitateurs pour permettre aux acteurs d'avancer et sortir des blocages. Et puis si la négociation ne fonctionne pas, eh bien on recadre. Il y a des règles dans une organisation. Des règles qui permettent aussi de distinguer les bons joueurs et les tricheurs. Des règles qui permettent d'éviter d'avoir répété sans arrêt la même chose. Et puis, si les règles ne fonctionnent pas, on arrive au pouvoir qui n'est légitime qu'après avoir tout essayé. Si je vais dans l'autre sens, le pouvoir et la règle, dans certaines organisations, ont pris tellement d'importance que le travail devient essentiellement prescrit, et du coup génère un désengagement massif parce que quelle est ma plus-value? Qu'est-ce que je peux donner si j'ai le travail à cœur? Souvent, en plus, on m'empêche de faire bien les choses telles que je les imagine et ça attaque mon intégrité professionnelle. Alors, en résumé, en cette journée du bonheur, je vous souhaite de beaucoup donner et de beaucoup recevoir. Je vous invite aussi à une conflictualité saine, productive, à des engueulades pérennes avec vos proches pour des relations harmonieuses. Je vous remercie.